Certains textes politiques marquent vraiment leur époque. Le livre vert de Mouammar Kadhafi, c'est clairement l'un d'eux. Publié à partir de 1975, ce manifeste a une influence qui a dépassé de loin les frontières de la Libye. On va décortiquer ensemble ses idées, qui sont, on va le voir, assez radicales. Alors attention, le livre vert, ce n'est pas juste un manifeste de plus. Non, il se présente comme la solution définitive aux grands problèmes de gouvernement et d'économie. Pour ça, Kadhafi propose ce qu'il a appelé la troisième théorie universelle. L'idée, c'est de créer une troisième voie, une alternative, qui dépasserait à la fois le capitalisme et le communisme. Pour bien comprendre cette théorie, on va suivre la logique même du livre. On va commencer par la critique de la démocratie et la solution proposée, le pouvoir au peuple. Ensuite, on se penchera sur sa vision de l'économie, avec ce rejet du salariat au profit d'un socialisme dit naturel. Et pour finir, on verra les fondements sociaux qui sont censés soutenir tout l'édifice. Le point de départ de toute la réflexion est assez simple. Pour le livre, toute société est marquée par un conflit permanent pour le pouvoir, pour ce qu'il appelle l'appareil de gouvernement. Et là, on entre dans le vif du sujet avec une idée assez radicale. Le livre vert affirme que n'importe quel système où un groupe gouverne le peuple est, par définition, une dictature. Peu importe que ce groupe soit élu. Imaginez une élection gagnée à 51%. Eh bien, pour le livre, c'est la dictature de 51% qui impose sa volonté aux 49% restants. Alors, regardons d'un peu plus près cette critique des outils politiques qu'on connaît. Le livre les démonte vraiment un par un, en commençant par ce qui est au cœur de nos démocraties, les parlements. La phrase est choc, c'est clair. D'après le livre, l'existence même d'une assemblée parlementaire, eh bien ça veut dire que le peuple n'est pas là. Les députés usurperaient la souveraineté du peuple, ils agiraient à sa place. Au final, il ne resterait qu'une façade de démocratie. La critique continue avec les partis politiques. L'argument est le suivant. Un parti, par nature, ne représente qu'une partie de la société, avec ses propres intérêts. Du coup, quand un parti arrive au pouvoir, il impose sa vision à tout le monde. Et ça, pour le livre, c'est la définition d'une dictature moderne. Et même le référendum n'est pas épargné. Pourquoi ? Parce qu'il force à répondre à des questions souvent très complexes par un simple oui ou par un non. Résultat, ça empêche les gens d'exprimer leurs nuances, de justifier leurs choix. Bref, ça étouffe la véritable volonté populaire. Bon, une fois qu'on a démonté tous les systèmes qui existent, quelle est la solution ? L'objectif est clair. Il faut supprimer toute forme de représentation et remettre le pouvoir directement dans les mains des masses. Le concept central, c'est donc celui de la démocratie directe. Plus de représentants, plus d'intermédiaires. C'est le peuple lui-même qui devient l'appareil de gouvernement. La question, c'est comment est-ce que ça pourrait marcher en pratique ? Le livre propose en fait une sorte de structure en pyramide. À la base, on divise toute la population en petits congrès populaires. Ensuite, ces congrès élisent des comités populaires qui s'occupent de gérer les services publics. Et enfin, tout en haut, les grandes décisions nationales sont prises par le Congrès général du peuple, qui est simplement la réunion de tous ces congrès et comités de base. L'idée, c'est que le peuple devient son propre chef d'orchestre. Alors, on a vu la partie politique. Passons maintenant à la deuxième partie du livre, celle qui s'attaque aux problèmes économiques. Et vous allez voir, la critique est tout aussi directe. L'argument principal ici, c'est que le salariat n'est rien d'autre qu'une forme d'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'en échange d'un salaire, le travailleur abandonne son droit sur ce qu'il produit. Il devient totalement dépendant de celui qui le paie, et de ce fait, il perd sa liberté. Le but ultime est donc simple, il faut supprimer les salaires. D'accord, mais si on supprime le salariat, on le remplace par quoi ? Le livre propose un autre modèle, un modèle économique qui serait basé sur ce qu'il nomme la loi naturelle. La logique proposée est d'une simplicité presque déconcertante. La théorie dit qu'il y a 3 facteurs indispensables à toute production. Les travailleurs, les outils et les matières premières. Puisqu'on ne peut se passer d'aucun des 3, alors le résultat de la production doit être divisé en 3 parts parfaitement égales. Et là, les travailleurs ne sont plus des salariés, mais des associés. Et cette logique, elle est appliquée à tous les besoins essentiels. L'idée, c'est que pour être vraiment libre, une personne doit posséder ce qui lui est indispensable pour vivre. Donc, la maison ne doit pas être louée. Le moyen de transport doit appartenir à la personne qui l'utilise. Et la terre, elle n'appartient à personne, on peut juste l'utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est ça, la clé de la libération. On en arrive à la troisième et dernière partie du livre. Elle décrit les fondements sociaux qui, selon la théorie, sont les vrais moteurs de l'histoire et qui viennent soutenir tout l'édifice politique et économique. Pour le livre, le moteur fondamental de l'histoire, ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'économie, c'est le facteur social, le lien qui unit les êtres humains. Et ce lien, il commence avec la famille, il s'élargit à la tribu et enfin à la nation. C'est ce sentiment d'appartenance qui expliquerait toute la dynamique des peuples. Le texte décrit ensuite des rôles qu'il considère comme distincts et naturels pour les hommes et les femmes, des rôles basés sur leurs différences biologiques. Il est précisé que ces différences ne justifient aucune inégalité en droit, mais qu'elles définissent des fonctions sociales complémentaires. Cette citation, elle résume vraiment bien cette position.
Le livre soutient que les sociétés qui pousseraient les femmes à faire les mêmes travaux physiques que les hommes iraient contre les lois de la nature. Et ce, au détriment de la féminité, de la maternité et donc de la société tout entière. Donc pour tout résumer, le point central, c'est celui-ci. La troisième théorie universelle, elle vise à créer une société où c'est le peuple, les masses, qui contrôlent absolument tout. Le pouvoir politique via les congrès populaires, la richesse en devenant associée à la production, et même les armes pour pouvoir se défendre. C'est la vision d'une liberté qu'on pourrait qualifier d'absolue. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre lui-même se termine sur une question laissée ouverte. Cette libération totale des masses, est-ce que c'est la promesse d'une démocratie enfin réelle, ou est-ce que ça ouvre la porte à l'anarchie et à la démagogie? Le débat, lui, n'est pas tranché.